Donc, comme je vous ai dit, ça a duré à peu près 1 heure et demie. Je vous recommande de rester au calme, attraper de quoi noter pour noter vos questions et on fera un petit temps d'échange de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, le sujet m'est venu, comme je disais tout à l'heure, de vos commentaires, des messages que vous m'envoyez. J'entends, voilà, j'ai souvent des messages qui me disent je me réveille avec beaucoup de douleurs, j'en avais pas avant. Pourtant, je mange bien, je fais du sport, mais en fait, j'ai des douleurs qui apparaissent de plus en plus souvent. Et comment ça se fait? Donc, c'est ce qui m'a inspirée pour faire cette conférence. Et j'ai tout de suite envie de vous rassurer, c'est pas forcément que vous vieillissez mal. C'est pas non plus que vous faites n'importe quoi, mais voilà, aujourd'hui, on va aller creuser un petit peu plus pourquoi ça arrive, pourquoi ces douleurs-là, elles apparaissent, d'où est-ce qu'elles viennent, et toute la première partie de la conférence, je l'ai montée plutôt pour vous expliquer ce qui se passe, et la deuxième partie de la conférence, je vous l'ai faite avec la partie solution de ce que vous pouvez faire. La femme que vous voyez sur la photo avec moi, pour celles qui ne la connaissent pas, c'est ma maman, avec qui du coup je travaille depuis plus de 16 ans, dans le sens où c'est ma source d'inspiration numéro un. C'est pour elle que j'ai créé mes premiers programmes il y a 16 ans quand j'étais en STAPS, que je faisais mes études en sciences du sport. Et au final, c'est la raison aussi pour laquelle ça fait plus de 16 ans que j'accompagne des femmes qui ont entre 45 et 65 ans, donc en pleine période de périménopause. Donc c'est vraiment un sujet que j'adore parce que malheureusement il est trop méconnu et il y a énormément de leviers naturels qu'on peut actionner pour mieux vivre cette période-là de la vie. C'est sur elle que je me suis entraînée, forcément, c'était mon premier cobaye. Mais voilà, aujourd'hui j'ai accompagné des milliers de femmes grâce au premier test que j'ai fait sur elle. Et puis ensuite je me suis spécialisée aussi au fur et à mesure des années pour rajouter des outils dans ma boîte à outils. Donc j'ai commencé vraiment avec la partie sport. Mais après, je me suis beaucoup intéressée à la partie nutrition, à la partie sommeil, la gestion du stress, évidemment les hormones et aussi tout ce qui est de la sphère pelvienne. On n'en parlera pas trop ce soir parce que c'est pas le sujet, mais tout ce qui est périnée qui m'intéresse aussi énormément et qui est aussi un des sujets sur lesquels j'adore travailler. Donc voilà, pour celles qui se posent la question de comment ça se fait qu'une jeune fille de 36 ans s'intéresse autant et se passionne autant pour la périménopause et la ménopause, vous avez la réponse juste ici. Puisque voilà, c'est pour elle que j'ai commencé et j'adore en fait vous accompagner comme je l'accompagne elle, tout simplement. Hop là. Donc, on va parler des hormones puisque c'est un peu de là que ça part. En tout cas, énormément de douleurs en périménopause partent des hormones. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui conditionne et du coup l'impact qu'ils ont quand ils commencent à varier. Donc, bon, je parle de chaos hormonal. Je préfère parler de chaos hormonal que de diminution des hormones parce que malheureusement, on a souvent tendance à croire que quand on va arriver en périménopause, au final, on va avoir de moins en moins ces règles et au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Ou voire ça va s'arrêter du jour au lendemain. Alors, c'est pas du tout ça ce qui se passe. On est plutôt sur des fluctuations hormonales qui font que on va avoir davantage de variations, mais avant que ça se stabilise et que effectivement ça s'arrête et que les règles s'arrêtent, on a toute une phase où c'est plutôt un grand 8, on va dire, qu'une diminution progressive. Et pour certaines femmes, ça va s'expliquer avec énormément de symptômes, mais aussi ça peut être des règles plus abondantes, plus fréquentes, ce qu'on appelle des règles hémorragiques. Donc c'est pas forcément la diminution des règles. Pour d'autres, ça va être des bouffées de chaleur. Pour d'autres, ça va être au niveau du brouillard cérébral, de la mémoire, de la fatigue, etc. Mais quasiment pour toutes, ça va être aussi au niveau des douleurs. Donc c'est pour ça que je fais un zoom sur les douleurs ce soir. Je parlerai pas trop des autres symptômes de la périménopause, de la ménopause. On va essayer de s'intéresser davantage à la partie douleur. Donc cette chute et fluctuation, pas uniquement chute, parce qu'avant de vraiment diminuer significativement, on est sur une fluctuation. Ça concerne beaucoup les oestrogènes et la progestérone. Et en fait, ces deux hormones-là, on a tendance en général à les assimiler uniquement à la fertilité. Évidemment, elles jouent un rôle clé dans la fertilité. Mais on oublie tout le rôle et les super pouvoirs que ces deux hormones nous donnent au quotidien. Et malheureusement, quand elles diminuent, eh ben, ça entraîne aussi d'autres troubles, autres que juste la perte de fertilité vous connaissez comment ça fonctionne. Donc, je vais faire un peu le tour de ce sur quoi elles jouent, ces hormones-là, ce qui va vous permettre de comprendre aussi d'où viennent ces douleurs. Elles ont un impact sur l'insuline et le cortisol. Ces deux hormones qui, quand elles sont déréglées, augmentent énormément l'inflammation du corps.
D'accord. Savoir aussi que elle joue sur tout ce qui est microbiote intestinal. Le microbiote intestinal qui lui aussi est responsable de l'équilibre au niveau de votre corps. Donc quand cet équilibre hormonal est mis à mal à cause de ces fluctuations qui sont naturelles, on va avoir un terrain qui va devenir pro-inflammatoire. Alors ce terrain pro-inflammatoire, il est du coup lié à ces fluctuations hormonales et on va pouvoir, je vous le dirai tout à l'heure, le réguler, évidemment. Mais c'est la raison pour laquelle certaines femmes qui ont une alimentation qui n'a pas changé, une activité physique sportive qui n'a pas changé, commencent à avoir des douleurs parce qu'il y a ce déséquilibre au niveau du coup des sécrétions d'insuline et de cortisol qui sont liées à la variation des oestrogènes et de la progestérone et qui génèrent du coup de l'inflammation. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des tendinites plus fréquentes, des inflammations type capsulite par exemple, au niveau du coude, au niveau de l'épaule, etc. Hop là. Donc c'est pas linéaire, ça c'est très important de le rappeler, c'est très évolutif, c'est très variable. Et le corps, il devient plus vulnérable au stress, à l'inflammation et aux blessures. Donc dû à ces chutes d'œstrogènes et de progestérone, comme je vous disais, on va pas avoir la même sensibilité à l'insuline et au cortisol. Et donc ça veut dire aussi que le stress va être complètement vécu différemment par votre corps. Et quand je dis stress, je parle pas uniquement du stress. Il y a plein de formes de stress. Et c'est important qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus. Parce qu'il y a effectivement le stress que vous pouvez sentir parce que vous avez un nœud au niveau de l'estomac. Par exemple, vous êtes stressé pour un événement en particulier. Vous êtes stressé parce que vous subissez de la pression au travail. Vous êtes stressé parce que vous êtes en conflit avec certaines personnes. Donc il y a ce stress-là. Mais il y a aussi d'autres façons de stresser votre organisme qui sont plus sous-jacentes et qu'on sous-estime souvent. Par exemple, le manque de sommeil est un stress énorme pour votre organisme. Des repas à heures irrégulières est un stress énorme pour votre organisme. Du jeûne, quand votre corps n'est pas apte à le recevoir, c'est un stress énorme pour votre organisme. La privation, la diminution de calories, si elle n'est pas faite sainement, c'est un stress énorme aussi pour votre organisme. Donc, il y a effectivement le stress qu'on peut un peu mesurer parce qu'on voit bien, ah, je suis stressée parce que j'ai eu telle discussion ou ah, ça m'embête de parler à telle personne, ça me stresse. Mais il y a aussi le stress de je réduis mes apports énergétiques de façon importante et je fais pas attention à la qualité des nutriments, donc ça stresse énormément mon corps. Je suis en manque de sommeil, je dors moins bien. Je veux absolument faire des séances qui vont être très difficile pour avoir des résultats plus vite, ça stresse votre organisme. Et en fait, ça fonctionne à 30 ans, ça fonctionne plus à 50. Parce qu'à 50, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, votre corps n'a pas du tout la même capacité à résister à des stress que vous lui soumettez. Autant quand vous êtes plus jeune, faites subir un stress important à votre organisme avec une restriction alimentaire, avec une séance très difficile, avec du manque de sommeil, etc. Il arrive à peu près à gérer parce que vous avez des super pouvoirs qui s'appellent les oestrogènes et la progestérone. Sauf que quand eux, ils commencent à varier, vous n'avez plus les super pouvoirs. Donc du coup, quand vous apportez à votre corps ce type de stress, eh ben, il va être beaucoup plus vulnérable. Et ça peut générer du coup un stress invisible qui va avoir un impact sur vos sécrétions de cortisol et générer de l'inflammation et plus de risques de blessures. Donc vous avez un lien direct entre le manque de sommeil, la restriction alimentaire, le fait de faire des séances sportives qui ne sont pas adaptées et les blessures et l'inflammation, le terrain inflammatoire de votre corps. Tout simplement parce que les hormones font que vous ne gérez plus de la même façon ce type de contraintes que vous mettez. On peut parler de stress, on peut parler de contraintes. Pour votre corps, c'est perçu de la même façon. C'est un stress pour lui, ce genre de choses. Donc les douleurs sont pas forcément là par hasard, c'est souvent des signaux biologiques. Maintenant, c'est des signaux qu'il faut absolument écouter évidemment, parce que votre corps ne parle jamais pour rien dire. Donc quand vous avez des douleurs, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part, donc c'est hyper important d'écouter. Par contre, c'est absolument pas une fatalité et vous avez carrément des marges de manœuvre pour diminuer ces douleurs et ces inflammations. On va parler un petit peu donc de ces douleurs, je vais rentrer un chouïa plus dans les détails des douleurs et maladies qui peuvent justement venir vous embêter à cette période-là. Juste, j'insiste, la ménopause n'est absolument pas une maladie, d'accord? Petite parenthèse, c'est vraiment juste une étape de la femme. Et donc par contre, le fait d'avoir une diminution importante
et une fluctuation de vos oestrogènes et de la progestérone peuvent vous mettre plus à risque de certaines maladies. Et c'est ce qu'on va voir. Donc la sarcopénie qui est officiellement une maladie depuis 2016, donc c'est assez récent finalement. La sarcopénie, c'est un peu l'ostéoporose, mais pour les muscles. C'est-à-dire que souvent vous connaissez ostéoporose qui est une perte de densité osseuse, on va en parler juste après. Et la sarcopénie, c'est une perte de densité musculaire. Donc, faut savoir que ça n'arrive absolument pas du jour au lendemain. En général, le maximum de masse musculaire qu'on a naturellement, c'est aux alentours de 25 ans, plus ou moins en fonction des personnes. Mais il faut se dire qu'on atteint notre maximum de capacité musculaire aux alentours de 25 ans. Si on ne fait rien, hein, c'est-à-dire voilà, sans entraînement particulier, juste physiologiquement, c'est à ce moment-là qu'on est à notre max. Et ensuite, à partir de là, ça diminue très progressivement. Si vous êtes active euh, après 25 ans, 25, 30, 35, 40, etc., si vous êtes active, le fait d'avoir de l'activité, d'avoir par exemple des enfants que vous portez régulièrement, des activités au quotidien ou des activités sportives, donc physiques ou sportives, les deux, va faire que vous maintenez cette masse musculaire. Maintenant, si vous êtes totalement sédentaire, à partir de 25 ans, ça commence à diminuer. Plus vous êtes active, plus ça la maintient. Et ensuite, si vous commencez à intégrer des séances spécifiques de renforcement musculaire, vous n'êtes pas uniquement en train de maintenir, vous êtes en train d'augmenter. Donc, il y a la possibilité même d'augmenter sa masse musculaire. Donc, ça, c'est pas parce qu'on a atteint le maximum naturel physiologique à 25 ans qu'on peut pas à 40 être plus musclé qu'à 25. D'accord? On peut tout à fait. C'est juste que ça va demander des exercices spécifiques. Il faut savoir qu'on peut vraiment se muscler à tout âge. 60, 70, 80, on a la capacité en tant que femme de se muscler à tout âge, puisque la musculation pour pouvoir se faire nécessite du travail de force, donc des exercices qui vont mettre votre muscle dans la contrainte pour faire travailler sa force, et de la testostérone. Et la bonne nouvelle, c'est que la testostérone, elle n'est pas sécrétée uniquement par nos ovaires. On en sécrète un tout petit peu, à peu près 25% au niveau des ovaires, mais sinon, la testostérone est sécrétée par d'autres glandes et fabriquée par d'autres cellules dans notre corps. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est que même après la ménopause, vous n'avez aucune euh, contre-indication à faire du renforcement musculaire, et c'est même très très bon, et vous n'aurez pas de difficulté à augmenter votre masse musculaire, si ce n'est qu'il faut travailler pour le faire, mais hormonalement, c'est tout à fait possible. Vous ne serez pas bloqué par les hormones, d'accord? Puisque la testostérone, vous la sécrétez ailleurs, et que vous en avez besoin pour faire du muscle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir et qui est très positif. Donc la sarcopénie, on peut tout à fait lutter contre. Maintenant, effectivement, les oestrogènes, ils jouent un rôle dans la synthèse protéique et la force. Donc, ça va être plus là au niveau de votre alimentation, etc., où il va falloir faire plus d'efforts pour avoir une meilleure synthèse protéique. Et en tant que femme, en général, déjà, on mange pas suffisamment de protéines et en général, ça ne s'arrange pas avec l'âge. Donc, on verra aussi tout à l'heure l'importance de consommer des protéines, en quelle quantité, etc. Donc voilà, parce que les oestrogènes vont diminuer votre capacité à les assimiler. Mais sur la partie renforcement, on peut vraiment euh, continuer de le faire sans aucun souci. Alors, ensuite, vous avez au niveau des hormones une fatigue et une douleur et une perte de tonicité qui va se jouer, donc là, pour le coup, au niveau des oestrogènes et la progestérone, tout simplement parce que c'est des hormones qui permettent une meilleure récupération musculaire. Donc le fait d'avoir moins vos hormones sexuelles fait que la récupération se fait moins facilement. Et c'est la raison pour laquelle vous allez avoir une fatigue et des douleurs musculaires qui sont plus importantes. La perte de tonicité, je vous l'ai dit, mais ça se fait, elle est naturelle avec l'âge, elle s'accélère avec la diminution des oestrogènes et vous pouvez tout à fait contrebalancer avec une augmentation de la force grâce à la testostérone. Mais par contre, si vous faites rien, clairement, vous allez perdre très vite à cette période-là de la vie, en périménopause. Donc ça, c'est vraiment une fonte musculaire qui s'accélère. Donc voilà, du coup, au niveau de comment vos oestrogènes vous protègent par rapport à ça, il y a autre chose aussi dans la fatigue. On parle de fatigue musculaire et de douleurs musculaires. Donc les douleurs par rapport au ressenti, c'est important. On en reparlera aussi tout à l'heure est-ce que
jusqu'où est-ce qu'on peut aller justement quand on ressent une douleur pour ne pas se faire mal et ne pas se blesser. Mais il faut savoir aussi que le fait d'avoir un sommeil de moins bonne qualité fait que ça augmente le niveau d'intensité de la douleur perçue. Donc, quand vous êtes fatigué, vous ressentez davantage la douleur. Et ça, c'est physiologique, c'est prouvé scientifiquement. Donc, le fait d'avoir un sommeil qui va être perturbé à cause des perturbations hormonales en périménopause va faire que la sensibilité à la douleur va être accrue. Donc, c'est important aussi de le savoir parce que certaines fois, vous allez vous dire, bah, cette semaine, j'ai moins de douleur alors que il n'y a rien de particulier qui a changé, mais peut-être qu'en fait, cette semaine, vous vous êtes pas rendu compte, mais vous avez un peu mieux dormi, vous avez eu un sommeil qui était moins perturbé, etc. Donc, c'est vraiment important aussi de voir les douleurs que vous ressentez de façon globale et pas uniquement sur une zone, puisque de façon globale, vous avez aussi l'alimentation, le sommeil et le stress qui va rentrer en compte. Hop là. Alors, attention, la fonte musculaire, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas venir et ça joue aussi sur votre métabolisme. Ça, c'est important. On se rend pas compte, en fait, en général, 30, 35, 40, on n'a pas trop conscience qu'on est en train de perdre du muscle parce que déjà, on est souvent très occupé avec des enfants en bas âge, avec le travail, etc. Donc, on fait pas forcément hyper attention. Aussi parce que la perte de muscle va pas forcément se percevoir tout de suite dans les vêtements et elle a tendance à se ressentir au niveau des articulations, au niveau de l'inflammation quand c'est déjà trop tard. Donc le, le mieux, c'est vraiment de prendre les devants et de se dire comment est-ce que je peux faire en sorte d'augmenter ma tonicité musculaire avant d'arriver en période de périménopause ou de ménopause. Et si vous êtes dans cette période-là, pour le coup, c'est plus négociable. Il faut absolument trouver un moyen. Je vous donnerai plusieurs solutions tout à l'heure, mais il faut vraiment absolument trouver un moyen qui vous correspond de faire du renforcement musculaire parce que ça devient vraiment dangereux pour le coup. La sarcopénie peut être responsable après de chutes et de maladies métaboliques, puisque le muscle est aussi un organe métabolique très important pour votre santé, pour la gestion de votre poids, pour la gestion de votre glycémie, parce que ça permet de mieux gérer les apports de sucre alors qu'ils sont moins bien gérés à cause des oestrogènes. Donc c'est très très important aussi que vous preniez soin de votre masse musculaire pour ces raisons-là. Je fais un petit zoom sur l'ostéoporose rapidement. Donc l'ostéoporose qui est plus connue en général quand même que la sarcopénie, maladie des os. Donc c'est une perte de densité osseuse. À savoir que nos super oestrogènes participent à notre bonne densité osseuse, la bonne consistance de nos os et que le fait qu'elle diminue fait qu'on peut être plus à risque. Maintenant, il faut savoir que le fait que cette perte de densité osseuse rend notre corps beaucoup plus fragile et augmente extrêmement le risque de fracture. C'est totalement invisible, on ne voit pas quand on perd de la densité osseuse. Alors vous pouvez faire évidemment si vous avez des cas dans votre famille, vous pouvez faire des tests de densité osseuse. N'hésitez pas à le demander à votre médecin pour pouvoir suivre ça. Mais après, faut savoir que on peut, sur cette perte de densité osseuse, avoir un impact très positif avec des solutions naturelles. Euh, la perte de densité osseuse peut augmenter les douleurs diffuses au niveau du dos, au niveau des hanches. Mais juste avant de vous apporter les solutions sur les douleurs osseuses, euh, beaucoup trop souvent, on a tendance à penser que le fait d'augmenter des impacts avec des exercices par exemple, va avoir tendance à risquer plus de fractures. Or, le corps réagit extrêmement bien au micro-impact. Donc, sachez que il faut absolument pas avoir peur de faire du renforcement spécifique et des sports avec des impacts modérés. Évidemment, je vais pas vous envoyer faire du trampoline non plus, mais avec des impacts modérés, parce que c'est ça qui va vous permettre de lutter contre l'ostéoporose. Tous les micro-impacts et tout le travail de force au poids du corps, le travail d'appui, le fait de contraindre vos articulations et vos os à des appuis, les renforce. Et donc, c'est indispensable et essentiel que vous fassiez des sports avec des micro-impacts. Euh, Juste pour vous dire, parce que je l'entends trop souvent et ça me rend furax, la natation, on a tendance à dire faut que les personnes, quand elles ont des risques d'ostéoporose, etc., faut faire des sports
portés comme la natation. Le problème, c'est que les sports portés comme le vélo, la natation, ne génèrent pas de résistance sur le poids du corps et donc vont être excellents pour avec hop, oula, merci. Donc, c'est des sports, les sports qui sont portés comme la natation. C'est excellent pour travailler votre système cardiovasculaire. C'est excellent quand on a un surpoids parce que du coup, dans l'eau, on ne sent pas son surpoids. Donc, ça permet de pouvoir faire des mouvements qu'on ne peut pas forcément faire sur un tapis, etc. Donc, pour ça, c'est très bénéfique. Mais par contre, c'est vraiment très, très important pour pouvoir lutter contre l'ostéoporose, d'avoir quand même des sports avec un petit peu d'impact et de résistance. Donc typiquement, quand je parle de micro-impact, le renforcement musculaire, le fait, en fait, même la marche nordique, des sports comme ça. Je parle pas forcément de sauter, de taper dans des punching balls, etc. On n'est pas besoin d'avoir des impacts importants, mais on a besoin, au poids du corps, d'être contraint à de la résistance. Parce que c'est ces contraintes à la résistance qui vont à la fois évidemment avoir un effet très bénéfique sur vos muscles, donc lutter contre la sarcopénie, mais aussi par vibration, renforcer vos os. Donc c'est indispensable pour lutter contre l'ostéoporose. Et moi j'ai eu des résultats incroyables avec des femmes qui ont fait mes programmes, qui étaient sous médicaments avec ostéoporose sévère, donc très surveillées, avec des tests de densité osseuse de façon régulière, avec qui on a vu sur 6 mois, 1 an, 2 ans, une amélioration de leur densité osseuse. Donc c'est aussi possible d'avoir de très bons résultats avec des exercices qui sont adaptés. Le diabète et la résistance à l'insuline. Alors ça, c'est hyper intéressant. Faut savoir donc que nos oestrogènes, encore une fois, qui sont nos super pouvoirs, vont jouer un rôle hyper important sur la façon dont notre corps va assimiler les sucres. Le fait qu'il diminue va faire qu'on va avoir une résistance à l'insuline plus importante. Donc, c'est important de prendre conscience de ça parce que ça a un impact sur l'inflammation. C'est pour ça que je vous en parle dans la conférence de ce soir. Le fait d'avoir une résistance à l'insuline fait que on crée un terrain qui est pro-inflammatoire. Donc, prendre conscience de ça. Le fait qu'on stocke davantage les graisses au niveau abdominal vient aussi du fait que les oestrogènes vont être euh, un petit peu les garants de la répartition des graisses dans notre corps. Donc, c'est eux qui vont faire que les graisses vont être stockées plus à certains endroits que d'autres. Quand on n'a plus la même répartition d'œstrogènes dans le corps et qu'ils n'agissent plus de la même façon, du coup, on n'a plus non plus une répartition des graisses dans notre corps. Donc, parfois, j'ai des femmes qui n'ont pas forcément augmenté leur pourcentage de masse graisse, mais par contre, la masse grasse a migré vers le ventre à cause des changements hormonaux. Donc, c'est important aussi d'en prendre conscience parce que quand on a davantage de graisse au niveau du ventre, on est aussi plus à risque pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Donc, c'est important aussi de le savoir. Les fringales, l'inflammation sont liées du coup à ce changement de dynamique au niveau hormonal et les douleurs articulaires qui peuvent être liées à des hyperglycémies. Juste pour vous donner une petite idée rapidement de comment fonctionne la glycémie pour celles qui n'ont pas forcément ces notions-là, je vais essayer de le faire en bref pour pas que ce soit trop compliqué. Donc, je simplifie énormément, mais en gros, quand vous consommez des aliments qui ont des indices glycémiques élevés, que vous les consommez seuls, je prends par exemple des pâtes à la sauce tomate ou de la baguette, des aliments qui vont être sucrés, par exemple un fruit tout seul, etc. Quand vous consommez des aliments soit sucrés, soit riches en glucides, qui n'ont pas énormément de fibres et que vous les consommez seuls, vu qu'ils n'ont pas beaucoup de fibres, au niveau de la digestion, ça va être très très vite assimilé par votre corps. Parce que les fibres, en fait, ralentissent la digestion. Donc si vous consommez des aliments qui ont beaucoup de glucides avec peu de fibres, la digestion va être extrêmement rapide. Le fait que la digestion soit extrêmement rapide va faire que le sucre que contient ces aliments va aller rapidement dans le sang. Ça va augmenter du coup votre taux de sucre dans le sang. Quand le taux de sucre dans le sang augmente, on a une hormone qui s'appelle l'insuline qui va être sécrétée, qui va venir prendre le sucre qui est dans le sang et distribuer ça à l'ensemble de vos organes. Donc ça va aller
aux muscles, ça va aller au foie, ça va aller au cerveau, etc. Puisque muscles, cerveau, etc. sont des organes qui se nourrissent de glucides. Donc on a besoin de glucides parce que c'est le carburant du corps, ils s'en nourrissent. Le problème, c'est que quand on en a beaucoup qui arrivent d'un coup parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fibres ou parce que les aliments étaient mangés sans avoir un équilibre à côté dans l'assiette, le sucre arrive trop vite dans le sang. Et donc, au lieu d'avoir un petit peu d'insuline, ce qui est complètement normal, vous avez beaucoup d'insuline. Parce que beaucoup de sucre d'un coup. Le fait d'avoir beaucoup d'insuline va faire que vous allez avoir, du coup, c'est là ce qu'on appelle une hyperglycémie. Donc un taux de sucre trop élevé dans le sang. Ça va générer, du coup, derrière de l'inflammation, puisque l'insuline va devoir à la fois donc distribuer où est-ce qu'elle peut distribuer et très vite elle va se retrouver en surcharge parce qu'elle va plus savoir quoi faire de ce sucre qui arrive en trop grande quantité et donc elle va le transformer en graisse et ça va pas être des graisses forcément qui vont être les plus visibles mais par contre ça va être les graisses qui sont les plus dangereuses, celles qui vont venir se mettre à l'intérieur au niveau de vos viscères, de vos artères, de vos tissus enfin vaisseaux sanguins, etc. Donc c'est hyper important de faire très attention à ces apports nutritionnels et surtout aux apports nutritionnels glucidiques qui sont, je le répète, indispensables pour votre santé puisque c'est votre carburant, donc on ne peut pas se passer de glucides, mais qui doivent absolument, surtout à partir de la périménopause, être apportés avec un équilibre nutritionnel, c'est-à-dire des protéines, des fibres et des lipides. Puisque les protéines, les fibres et les lipides, qui ont beaucoup plus de complexité moléculaire, vont au moment de l'absorption ralentir l'absorption des glucides et au lieu de vous retrouver avec beaucoup de sucre qui va d'un coup dans le sang, ça va aller de façon beaucoup plus progressive. Donc vous n'allez pas vous retrouver avec énormément d'insuline d'un coup. L'insuline va être sécrétée normalement et vous allez éviter cette hyperglycémie qui, elle, est précurseur d'inflammation et aussi de stockage des graisses. Est-ce que tout le monde me suit là-dessus? Ouais, c'était OK au niveau de l'explication? C'est bon? OK. Donc faites bien attention à ça parce que vous n'avez absolument plus du tout la même résistance à l'insuline quand les œstrogènes commencent à diminuer de façon significative. Et donc ça crée de l'inflammation, qui crée du coup des douleurs. Les maladies cardiovasculaires sont liées au fait que les oestrogènes donc, protègent nos tissus, protègent notre cœur, hein, ils protègent nos os, ils protègent nos muscles, mais ils protègent également notre cœur qui est un muscle et nos tissus de façon, de façon générale. Donc après la ménopause, on a beaucoup plus de risques à la fois d'avoir des maladies cardiovasculaires, plus de risques de fatigue, d'essoufflement, de douleurs thoraciques qui sont beaucoup trop souvent banalisées. Donc faites bien attention aussi à ça, tout ce qui est maladies cardiovasculaires. Alors vous pouvez tout à fait lutter contre les risques de maladies cardiovasculaires avec une activité physique régulière. Et là, pour le coup, autant marcher un petit peu tous les jours, monter les escaliers au lieu de prendre les escalators. Vous n'êtes pas obligé de faire des activités qui sont très intenses. Mais par contre, la régularité deviendra clé pour vraiment vous protéger des maladies cardiovasculaires. Donc, je vous invite à fond à essayer d'être un peu plus active au quotidien, puisque ça va permettre de vous protéger à ce niveau-là. Hop là. Donc, le corps ne lâche pas, il fonctionne différemment. Ok. Moins d'oestrogène, moins de progestérone, donc ça explique tout ce qu'on vient de voir. C'est juste une nouvelle donne. Ah, d'accord? Faut vraiment le voir comme ça. C'est pas que votre corps il est cassé. L'inflammation, elle est là pour signaler qu'il y a quelque chose qui va pas, mais elle n'est pas là pour s'installer et prendre ses quartiers divers et rester à vida aeternam. Donc c'est vraiment, faut le voir comme des alertes pour pouvoir mettre en place des changements et non pas voir ça comme le début de la fin. Ce n'est absolument pas le cas. Alors, ce qui va aggraver les douleurs. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va revenir dessus pour que vous compreniez un peu plus et je vais vous donner davantage d'exemples. Le sport inadapté. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on fait du sport qui est trop intense, ça stresse votre corps. Donc autant passer de j'ai pas fait de sport depuis 6 mois à je mets mes baskets et je vais courir 10 km quand vous avez 30 ans, vous allez avoir des courbatures pendant 3 jours, mais ça passe. À 50, ça passe plus. Et vous avez plus du tout les mêmes bienfaits parce qu'en fait, ça va stresser davantage votre corps. Donc, les activités qui sont hyper intenses, si c'est des activités auxquelles vous êtes habitué parce que vous les pratiquez depuis très longtemps et que ça fait partie de votre routine et que tout va bien, il n'y a aucun problème, vous pouvez continuer. Mais maintenant, quand vous n'êtes pas sportive,
ça va être très très important d'avoir une activité progressive et adaptée. Parce que si c'est pas ciblé et si c'est trop intense, ça va être contre-productif. Et vous risquez d'augmenter l'inflammation. J'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir parce qu'elles voulaient se remettre au sport. Elles ont commencé à faire des vidéos sur YouTube de hit par exemple où il y avait des impacts, où ça sautait un peu partout et tout ça. Et puis en fait, au bout de 2 semaines, elles sont blessées parce que le corps fonctionne pas. Et donc là, en fait, vous partez dans un système où vous essayez de vous y remettre, vous vous faites mal, vous arrêtez, etc. Vous vous découragez et le problème initial vient juste du fait que le choix de la séance n'était pas la bonne. Donc, va falloir faire des activités sportives euh, qui sont un peu plus adaptées. Il va falloir intégrer à la fois du renforcement musculaire, puisque le renforcement musculaire, vous l'avez compris, protège à la fois votre masse et votre densité musculaire, mais aussi votre densité osseuse. Donc, le renforcement musculaire, c'est un non négociable. Je recommande d'essayer d'arriver à 1 heure et demie par semaine. C'est vraiment l'idéal, surtout dans cette période-là de transition, quand vous êtes en périménopause, en ménopause, d'essayer de viser les 1 heure et demie par semaine. Vous pouvez très bien faire des séances qui font 10, 15, 20, 30 minutes, 1 heure. Ça, c'est comme vous voulez. Et c'est vraiment l'avantage du renforcement musculaire, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des séances qui sont très longues et fastidieuses. Et je vous recommande vraiment d'intégrer du renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, c'est tous les exercices qui vont générer du travail de force et de résistance. Donc ça peut être avec votre poids du corps, ça peut être avec des élastiques, ça peut être avec des outils comme des chaises, ça peut être avec des haltères, ça peut être avec des barres de muscu, mais ce n'est pas obligatoirement avec des charges lourdes. Vous pouvez vraiment avoir de super résultats de renforcement musculaire. Si les exercices sont ciblés, bien faits, vous pouvez avoir aussi de très bons résultats avec des exercices au poids du corps. Et parfois, les exercices au poids du corps sont beaucoup plus difficiles que des exercices avec haltères suivant comment vous vous positionnez et ce que vous faites. Donc, tout est possible en termes de durée, en termes d'exercice, mais il faut que ce soit adapté. Et le cardio, c'est important parce que ça protège votre cœur et que, je vous l'ai dit, il y a 3 fois plus de risques de cardiovasculaire quand on est en périménopause et en ménopause. Donc, il faut absolument faire du cardio, mais vous n'êtes pas obligé de faire des séances intenses de cardio. Le cardio, ça peut aussi être, je vais marcher tous les jours, je prends les escaliers, je les monte 2 par 2 au lieu de les monter un par un. J'essaye de me garer un peu plus loin pour marcher davantage. Quand je prends les transports en commun, je m'arrête 1 ou 2 stations de bus ou de métro plus tôt, etc., etc. C'est-à-dire que c'est vraiment des petits changements dans votre quotidien qui va faire que vous êtes plus active. Et après, pendant les séances de renforcement musculaire, si vous enchaînez des exercices, vous pouvez faire les deux en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez faire des exercices de musculation, mais si vous mettez pas beaucoup de récupération entre les exercices, ça va devenir de la musculation et du cardio, parce que vous n'allez pas avoir le temps d'avoir le cœur qui redescend entre chaque exercice, et donc vous pouvez faire les deux en même temps. Donc moi, je vais vous recommander soit au quotidien d'essayer d'intégrer du cardio parce que vous prenez les escaliers, etc., vous marchez davantage, ou alors dans vos séances de sport, choisir du renforcement musculaire et parfois faire des circuits de renforcement musculaire en diminuant le temps de récupération entre chaque exercice pour faire les deux en même temps. Je ne vous recommande pas dans cette période-là de votre vie de tout miser sur le cardio. C'est-à-dire que les sports d'endurance et de cardio sont là pour le plaisir. Je parle de la course à pied, du vélo, de la natation ou de la zumba, de la danse, etc. C'est des sports que vous allez pratiquer parce que vous les aimez, parce que ça vous fait du bien, parce que c'est social, etc. Il n'y a aucun problème à les pratiquer. Mais maintenant, ils ne peuvent pas se substituer au renforcement musculaire. À cette période-là de votre vie, si vous ne faites pas du renforcement musculaire à côté, ce ne sera pas suffisant. Et j'ai tous les ans des femmes qui courent 2, 3, 4 fois par semaine et qui viennent me voir parce qu'elles sont blessées, parce qu'elles ont perdu de la masse musculaire, parce que la course à pied est un sport d'endurance qui, pour être performante quand on s'entraîne plusieurs fois par semaine, nécessite d'avoir un poids léger et d'être économique en termes d'énergie. Or, le muscle est un organe métabolique qui consomme énormément d'énergie. Donc, si vous faites des activités d'endurance de façon régulière, plusieurs fois par semaine, votre corps n'a aucun intérêt à augmenter sa masse musculaire et il n'a aucun intérêt à être lourd. Or, le muscle pèse lourd et consomme beaucoup d'énergie. Donc, si vous faites que des activités d'endurance, vous n'allez pas réussir à faire du muscle, voire vous allez en perdre pour être plus performante dans vos sports. Parce que votre corps a tout intérêt à être moins consommateur d'énergie pour être plus performant et à être plus léger pour être plus performant. Ce qui ne va pas avec le muscle. Vous comprenez la nuance?
Or, quand on intègre du renforcement musculaire et qu'on fait d'autres activités à côté, comme la course à pied, je prends l'exemple de la course à pied parce que c'est le plus commun, bah, on est à la fois plus performante en course à pied parce qu'au final, on a un meilleur gainage, on a une meilleure posture et qu'on ne se blesse pas. Parce que le muscle permet de ne pas se blesser. Il protège vos articulations. Il diminue l'effet des impacts sur votre corps. Donc, c'est indispensable aussi de faire du renforcement musculaire pour toutes les sportives. Que ce soit de la danse, du vélo, de la natation, de la course à pied, vous avez aussi besoin de faire du renforcement musculaire ciblé, adapté à votre pratique sportive, parce que si vous faites que votre pratique sportive, vous risquez de perdre du muscle. Et c'est quand même ballot. Donc, le sport adapté, ça va être, enfin, le inadapté, donc ça va être trop de cardio, d'oublier la muscu, et donc la solution, ça va être évidemment de faire de la muscu. C'est important aussi d'intégrer dans vos séances un petit peu de mobilité. Parce qu'en fait, les oestrogènes font qu'on se raidit davantage, la chute des oestrogènes. Donc, le fait d'intégrer un petit peu de travail de mobilité à l'échauffement, à l'étirement, etc., c'est hyper intéressant dans vos séances. Ça peut être soit une séance à part, donc par exemple une séance de yoga ou une séance de mobilité ou de stretching postural, enfin peu importe ce que vous faites, mais une séance où vous allez travailler votre souplesse, ou alors ça peut être en début et en fin de séance pour le travailler de façon régulièrement. Mais ça va être important aussi pour durer plus longtemps et ne pas vous faire mal et diminuer les inflammations. Au niveau de l'alimentation, je vous en ai aussi un petit peu parlé, mais je vais rentrer plus en détail. L'alimentation, elle-ci, mais hormonalement désastreuse, c'est quoi? C'est de croire qu'il ne faut pas manger de graisse. Or, les graisses soutiennent votre système hormonal. Donc, c'est indispensable de consommer des graisses. Après, on veut des graisses de bonne qualité, mais par exemple, des œufs, c'est très important. Des petits poissons gras comme la sardine, le maquereau, c'est très important. Les noix, les amandes, la purée d'amandes, les oléagineux de façon générale, les graines, graines de lin, graines de chanvre, graines de courge, graines de tournesol. Tout ça, vous allez me dire, oui, mais c'est gras. Oui, c'est gras, mais c'est des bons lipides. Et vous avez besoin de bonnes graisses parce que les graisses soutiennent votre système hormonal. C'est pas pour rien que les femmes et les sportives qui sont anorexiques deviennent aménorrhées. Quand on n'a pas suffisamment de masse grasse sur nous, ça stoppe complètement notre système hormonal. Nos hormones ont besoin absolument de graisse pour bien fonctionner. Quand vous êtes en période de périménopause, la pire chose que vous pouvez faire, c'est d'arrêter complètement, de vous mettre au régime et d'arrêter de manger des graisses complètement. Parce que votre corps a besoin à ce moment-là d'être soutenu hormonalement. Il est en train de traverser une tempête hormonale, donc il a besoin de soutien. Donc il faut absolument des graisses. Il en faut pas beaucoup, mais il en faut à chaque repas. Donc c'est vraiment important. À chaque repas, une petite portion de graisse, soit d'origine animale, et dans ce cas-là, je vous invite à aller plutôt sur des œufs ou des petits poissons gras, ou alors d'origine végétale, sur par exemple les graines, les oléagineux, qui sont d'excellentes sources de graisse. Mais voilà. Donc ne pas se dire le gras n'est pas bon, le bon gras est indispensable pour votre bonne santé. De même, pour les restrictions caloriques trop importantes, le fait de vous mettre sur des restrictions caloriques importantes au régime va générer de l'inflammation et du stress pour votre corps, parce que si votre corps est en manque dans une période de bouleversement hormonal où il comprend plus ce qui se passe et qu'en plus de ça, vous lui donnez plus d'énergie, il va péter un câble. Et là, vous allez avoir des sécrétions de cortisol qui vont s'enflammer et vous allez avoir vraiment des douleurs beaucoup plus importantes partout. Donc, à la fois sur l'index glycémique, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, d'essayer de choisir des aliments, soit un index glycémique bas, ou alors si c'est des aliments qui ont un index glycémique élevé, de les consommer toujours avec des bonnes graisses, des protéines et des fibres. Je pars du principe qu'il n'y a absolument aucun aliment interdit. C'est juste une question de proportion. Pour moi, il n'y a absolument rien que vous devez sortir complètement de votre alimentation. Par contre, il y a certains aliments, on va essayer de consommer en plus petite quantité. Je pense typiquement aux produits laitiers, qui sont des aliments qui sont transformés qui sont très riches en hormones. Donc, on va éviter un petit peu de les surconsommer. On peut les garder. On va faire attention aussi à des excitants comme le café, le thé, par exemple, qui vont remettre un petit peu d'huile sur le feu et augmenter votre inflammation. Et à l'inverse, on va privilégier davantage les aliments verts, donc tout ce qui est les légumes, et puis un bon équilibre nutritionnel avec dans chaque assiette des protéines, des lipides, donc des bonnes graisses, des glucides, parce que c'est le carburant et qu'on en a besoin, et on n'oublie pas les fibres, parce que c'est elles qui vont permettre une bonne absorption de tout ça. Donc, si je devais vous donner un conseil hyper actionnable là par rapport à
avoir une assiette pour diminuer l'inflammation et diminuer les douleurs, ce serait boire plus d'eau, complètement sous-coté, sous-estimé, donc boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Si vous buvez plus d'une dose de café ou de thé par jour, essayez de remplacer ça par de l'eau quand vous pouvez, garder le moins de thé et de café possible dans votre journée et augmenter le ratio d'eau. Et sur l'assiette, littéralement, c'est rajouter un légume vert dans chaque assiette. Déjà, commencez par ça. Juste de vous dire, OK, je rajoute un légume vert dans chaque assiette. Et ça va vous permettre aussi d'augmenter les fibres de votre assiette, donc de diminuer l'index glycémique de votre bol alimentaire et de soutenir votre corps pour qu'il puisse avoir les clés pour diminuer son inflammation. Quand vous apportez des légumes verts, des fibres, ça vous permet vraiment de donner à votre microbiote les outils pour se battre contre l'inflammation. Et il en a besoin à cette période-là. Donc c'est important que vous apportiez ce qu'il faut et ne surtout pas partir dans des régimes avec que des légumes ou retirer complètement les graisses. Enfin voilà, vraiment faites très attention à ça. Soyez vigilante sur la qualité nutritionnelle de vos apports alimentaires. Mangez suffisamment et ne stoppez pas les graisses. Le stress chronique va avoir donc du coup aussi un impact sur l'inflammation. Enfin tout simplement, c'est vraiment, ça jette de l'huile sur le feu parce que vous avez déjà à cause du déséquilibre hormonal enfin donc votre cortisol qui va être beaucoup plus sensible. Et donc quand vous avez par-dessus ça un stress chronique qui s'installe, ça fait effet boule de neige. Donc il y a beaucoup aussi de femmes que j'ai accompagnées avec des inflammations très importantes qui étaient liées au stress chronique. Et c'est sous-estimé, on se dit, bah, j'ai mal aux articulations, donc c'est qu'il y a un problème mécanique, mais en fait, le problème mécanique vient du déséquilibre hormonal combiné à un stress chronique et des sécrétions de cortisol beaucoup trop importantes. Et donc, du coup, ça augmente vraiment l'inflammation et tout ce qui est tendinite, etc. Donc, ce que je vous recommande pour gérer votre stress chronique, ça va être de prendre l'outil le plus facile d'accès pour diminuer l'impact du cortisol sur votre système, c'est la respiration, tout simplement. Vous avez vraiment un effet immédiat quand vous respirez mieux sur vos sécrétions de cortisol. Et donc, du coup, le fait de mettre en place des exercices de respiration dans votre quotidien permet de diminuer les surconsommations de cortisol. À savoir que le cortisol, c'est pas quelque chose de mal, c'est problématique quand il y en a trop. D'accord? Mais le cortisol, à la base, c'est très bénéfique. On a besoin du cortisol. C'est le cortisol qui nous sort du lit le matin. Donc sans cortisol, le matin, on ne sort pas du lit. C'est lui qui nous donne l'énergie, c'est lui qui nous réveille. Donc il est hyper intéressant. Le problème, c'est quand on est sous cortisol toute la journée, parce qu'on a un stress chronique, et là, ça rend notre corps beaucoup plus instable et ça génère de l'inflammation qui génère des douleurs. Mais à la base, d'en avoir, c'est très bénéfique. Donc le fait de gérer bien des moments de respiration et de s'attaquer à la diminution d'un stress, surtout quand il est chronique, va permettre d'impacter positivement les sécrétions de cortisol, de les garder le matin parce qu'on en a besoin, mais de ne pas en avoir toute la journée. Et donc ça diminue aussi sérieusement votre inflammation. Le manque de récupération, là, je vais vous parler directement du sommeil, mais que quand on est en périménopause, et c'était le sujet de ma dernière masterclass sur la ménopause, j'avais fait vraiment sur le sommeil pour le coup. Il y a un impact direct aussi entre le manque de sommeil et l'inflammation, puisque faut vraiment voir votre corps qui fonctionne avec une usine de jour et une usine de nuit. Donc, quand vous êtes en manque de sommeil, votre usine de nuit, elle n'a pas le temps de faire son travail. Et vu que l'usine de nuit est très différente de l'usine de jour ne peut pas rattraper ce que l'usine de nuit n'a pas eu le temps de faire. Donc, ce qui se passe, c'est que vous accumulez une dette de récupération qui est au niveau cellulaire généralisée sur votre corps. Ce manque de récupération va impacter directement votre cerveau, vos capacités de concentration, vos capacités de gestion de l'anxiété, des émotions, les pertes de mémoire également. Ça va gérer également au niveau physiologique votre récupération musculaire. Donc vous allez beaucoup moins bien récupérer parce que la récupération musculaire se fait la nuit. Donc si vous ne dormez pas suffisamment longtemps, vous n'allez pas pouvoir réparer correctement vos tissus. Et donc vous allez vous réveiller avec plus de douleurs, plus de courbatures quand vous faites vos séances et vous n'allez pas avoir du coup le temps que votre corps a besoin pour pouvoir se régénérer. Et le problème, c'est que si votre corps ne peut pas se régénérer correctement quand vous faites vos séances de sport, bah, elles sont moins efficaces.
Parce qu'une séance de sport qui aurait pour but de vous faire augmenter votre masse musculaire, votre densité et d'augmenter votre métabolisme, si le corps il n'a pas le temps de récupérer la nuit, bah du coup votre masse musculaire n'augmente pas, donc ça ne fonctionne pas. En tout cas, beaucoup moins bien. Donc c'est très important aussi de tenir compte de la récupération et de la qualité de votre sommeil, qui a un lien direct avec les douleurs, du coup. À savoir aussi que quand vous êtes en dette de sommeil, vous êtes beaucoup plus sensible à la douleur et donc le ressenti va être décuplé. Hop là. Ensuite, on a des messages toxiques qui sont liés au conditionnement dans lequel on est souvent en tant que femme, de c'est normal à ton âge, faut serrer les dents, ça va passer, c'est dans ta tête. Vous avez déjà entendu ça, le c'est dans ta tête? C'est énervant, hein. C'est très énervant. Alors, je vous explique un peu le c'est dans ta tête, parce qu'il y a une explication quand même derrière ça. Euh, le... Ce qui gère votre douleur et le ressenti de votre douleur, ça se passe au niveau du système nerveux. Donc, techniquement, la douleur, elle vient du cerveau. Donc, je veux bien entendre c'est dans ta tête dans le sens où oui, techniquement, effectivement, c'est le système nerveux qui génère et qui gère les douleurs, c'est au niveau du cerveau, donc c'est dans la tête. Sauf que le ressenti de c'est dans ta tête, c'est-à-dire ça n'existe pas, est totalement faux. Il faut savoir que quand vous avez des douleurs, c'est donc régi par votre système nerveux. Votre système nerveux, s'il est stressé, s'il est fatigué, euh, il va être beaucoup plus sensible. Donc les douleurs vont être vraiment ressenties de façon beaucoup plus importante. C'est-à-dire que c'est la même douleur que la veille, mais parce que vous n'avez pas dormi de la nuit, elle est bien bien pire en termes de ressenti. Et ça, c'est physiologique, c'est scientifiquement, c'est prouvé, d'accord? Donc, vraiment, le fait que la douleur est dans sa tête, oui, le fait qu'elle est dans la tête et qu'elle n'existe pas, totalement faux. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les douleurs fantômes. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais quand vous avez eu un accident, par exemple, vous avez un accident à ski, vous vous faites mal, vous vous bloquez le dos, vous chutez, vous avez une élongation, une fracture, peu importe. Quand vous avez comme ça un choc suite à un accident, votre corps, pour vous protéger, envoie énormément de douleur. Et la douleur, elle est vraiment là pour que vous fassiez attention et que vous ne vous fassiez pas de faux mouvements, etc. Elle est hyper importante pour vous protéger et donc elle va aussi vous permettre de pouvoir doser un petit peu où est-ce que vous pouvez aller, où est-ce que vous pouvez pas aller. Donc, votre système nerveux, votre cerveau, il y a un mouvement qu'il a analysé comme étant dangereux, il va vous envoyer un message de douleur pour que vous ne le fassiez pas. Jusque-là, tout le monde me suit? C'est bon? Ouais. Maintenant, ce qui se passe, c'est que une fois que vous avez réparé ce qui est cassé, par exemple, vous aviez un genou, il est réparé, vous vous êtes fait un poignet, il est réparé, etc. Les médecins vous disent, OK, on a vérifié, on a fait les IRM, les radios, on a tout vérifié, il n'y a plus de blessure. Et c'est souvent là où, du coup, vous êtes là, bah ouais, mais moi, j'ai encore mal. Et c'est à ce moment-là, on va vous répondre, oui, c'est dans votre tête. Donc, faut savoir que, en fait, malheureusement, là, on est très peu accompagné. C'est que quand on a eu une blessure et qu'on a réparé la blessure de façon mécanique, on n'a pas forcément travaillé sur la perception de la douleur et sur le traumatisme qu'a le cerveau par rapport à cette blessure qui fait qu'il continue d'envoyer le message de douleur. Et vous pouvez très bien, effectivement, ne plus avoir techniquement, mécaniquement de blessure, mais ressentir encore de la limitation et de la douleur parce que votre cerveau va continuer de vous protéger. Et quand c'est le cas, il faut absolument faire un travail de rééducation cognitive qui va nécessiter plusieurs éléments, à savoir du toucher, donc de l'automassage pour désensibiliser à la zone, du travail de renforcement très lent, très doux pour pouvoir retravailler les amplitudes, et un travail de mobilité et d'assouplissement pour pouvoir récupérer l'amplitude qu'on avait avant. Et sans ces trois-là, on conserve des douleurs et on conserve des sensations vraiment intenses sur une zone où vos médecins vous disent qu'il n'y a plus de danger.
Donc c'est très important de mettre en place, quand vous avez des douleurs, le protocole qui va vous permettre de travailler à la fois sur la sensibilité, donc le toucher, de l'automassage, le renforcement de la zone pour rendre l'articulation ou la zone plus solide, donc qui va permettre du coup de, de prévenir qu'en fait il n'y ait pas de blessures qui reviennent évidemment, et ensuite toute la partie aussi mobilité, parce que quand on a une douleur ou une blessure qui est importante, on arrête de bouger avec une certaine amplitude, donc ça se raidit et donc on n'a plus la même mobilité qu'avant. Et c'est un cercle vicieux parce que la raideur entretient la douleur entretient la raideur. Donc, il faut aller hop, travailler dans l'effet inverse. Donc, voilà juste ce que je voulais vous dire sur cette notion de c'est dans la tête. C'est dans la tête dans le sens oui, c'est le cerveau. Après, on peut continuer d'avoir des douleurs sur des zones qui mécaniquement sont réparées parce que le travail cognitif de rééducation n'a pas été fait et que du coup, la sensibilité est encore importante. La bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible, par contre, de faire marche arrière et de travailler sur la désensibilisation pour ne plus avoir de douleur. Ça, c'est vraiment un travail que l'on peut faire et qui est extrêmement efficace. Donc, pour résumer ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, que ce soit au niveau alimentation, au niveau de la gestion de votre stress, de la gestion de votre sommeil, au niveau des activités sportives que vous choisissez, votre corps, il fonctionne plus pareil à 50 qu'à 35. Il y a une nouvelle donne au niveau hormonal qui nécessite du coup d'avoir un nouveau fonctionnement beaucoup plus adapté. On va travailler beaucoup plus sur la régularité et les petits pas que sur des choses intenses, tout ou rien. Le tout ou rien, ça peut marcher, moi j'y crois pas, mais ça peut marcher à 35. Par contre, le tout ou rien à 50, ça ne marche pas. Donc il faut aller sur une méthode qui est beaucoup plus progressive, beaucoup plus douce, qui va respecter votre corps et qui va mettre en place vraiment un fonctionnement solide pour pouvoir construire un corps plus solide et beaucoup moins douloureux. Donc si je reviens un petit peu, je vous en ai déjà parlé, mais on va refaire un point sur les piliers pour soulager, protéger votre corps. Donc on va refaire un tour de tout ça. Au niveau donc, du mouvement, on va être sur du renforcement musculaire qui est ciblé, à savoir que le muscle étant un organe métabolique qui vous permet à la fois de gérer votre poids, mais aussi de pouvoir gérer euh, vos douleurs. Il joue vraiment un rôle dentalgique. Euh, il faut de l'impact. Alors, pas de l'impact de malade, mais il faut absolument de l'impact pour vos os. Et il faut être dans des activités qui sont douces. D'accord? On a tendance à se dire c'est no pain, no gain. Si je souffre pas, ça marche pas. C'est totalement faux. Il faut sortir de ça. Vous devez faire des activités qui sont plus douces et plus progressives. Au niveau de la nutrition hormonale et anti-inflammatoire, c'est très important de consommer suffisamment de protéines parce qu'en fait, c'est les protéines avec la testostérone qui vont vous permettre d'avoir les acides aminés nécessaires pour construire du muscle. Donc sans protéines, pas de muscle en gros. Donc il faut absolument des protéines. Un petit peu à chaque repas, c'est très important. Je vous ai fait un petit livret pour accompagner cette conférence et dedans, je vous ai mis des exemples de protéines, je vous ai mis des exemples de menus types, etc. Donc vous aurez des exemples dedans. Je vous ai mis aussi tout ce qui est micronutriments clés. Mais ce qu'il faut retenir sur la stabilisation de la glycémie et les micronutriments clés, c'est que il vous faut absolument des légumes verts, il vous faut absolument une hydratation suffisante, hein, 2 litres et demi d'eau par jour, c'est vraiment pas de trop. Il vous faut des fibres à chaque repas. Et bien sûr des protéines, des glucides et des bonnes graisses, puisque elles vous soutiennent au niveau hormonal. Ensuite, au niveau de la gestion du stress et du sommeil, qui a un impact du coup, comme vous le savez, donc sur le cortisol et qui ne va pas permettre à votre corps de récupérer correctement, soyez vraiment vigilante. Les conseils que je peux vous donner par rapport à la gestion du stress et du sommeil, ça va être la respiration sur le stress qui est très actionnable et très efficace. Au niveau du sommeil, ça va vraiment dépendre de quelle est la problématique, mais dans l'idée, ne faites pas passer vos problèmes de sommeil au second plan parce que c'est vraiment la base de la base de la base de votre santé. Donc, si vous avez des troubles du sommeil, il faut absolument s'en occuper. Voilà, je pourrais vous faire une conférence entière sur le sujet parce que c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Donc, je vais pas partir trop dans les détails du sommeil, mais sachez que vous devez vraiment prendre soin de votre sommeil. Il est clé dans votre santé et dans la prévention des blessures. Il joue un rôle majeur. Hop là. Donc, avoir votre vision à long terme est extrêmement importante. On va chercher à préserver son corps et à le préparer pour aller sereinement vers les 60, vers les 70, vers les 80.
Ok, impeccable les filles. Alors, ce que je vous propose, parce que je vous l'avais promis, et donc on va prendre le temps de faire ça, répondre tout simplement à vos questions. Voilà, je vais prendre toutes vos questions. On va prendre... alors, je sais pas si Chantal, t'en as noté quelques-unes, parce que je sais que tu les as peut-être vues passer, ou sinon, les filles, bah, je vous avais dit pendant la conf, notez bien vos questions pour pouvoir me les poser à la fin. Donc, c'est le moment. Je vais... voilà, mettez-les dans le chat et puis moi, je commence à répondre à celles que je vois. Et puis ensuite, bah, je déroule le chat au fur et à mesure. S'il y en a certaines d'entre vous qui préfèrent poser leurs questions à l'oral, il y a un petit bouton qui s'appelle dans Réagir où vous pouvez lever votre main. Et donc, du coup, n'hésitez pas aussi, si vous préférez poser la question à l'oral, de le faire directement. Vous êtes vraiment les... C'est la raison pour laquelle on fait sur Zoom, en fait. C'est comme ça, vous pouvez aussi intervenir à l'oral. Ce qui me fait des pauses pour boire. C'est très important, s'hydrater, comme vous le savez. Donc voilà. Alors, allons-y. Sylvie, tu disais musculation chargée. Donc musculation pas forcément chargée, comme je disais tout à l'heure. Il y a les deux. En fait, il y a certains mouvements, c'est beaucoup plus facile de les faire charger qu'au poids du corps, parce qu'au poids du corps, ça demanderait énormément de contraintes, et que le poids du corps, parfois, suivant la position, est beaucoup plus lourd que des haltères. Donc, pour certains mouvements, c'est bien d'être chargé et des fois avec des haltères de 3 kilos, déjà on peut faire énormément de choses. Donc c'est pas forcément prendre des barres de 10 kilos ou aller en salle de sport. À la maison, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Et avec des résistances aussi, par exemple des élastiques, etc., avec des chaises au poids du corps. Donc voilà, pour moi le renforcement musculaire, on peut avoir des super résultats sans aller à la salle de sport, bah, déjà, moi, pour le coup, je m'entraîne avec les filles sur la plateforme. Donc, je m'entraîne avec les membres de mon club, etc. Je vais pas à la salle de sport à côté. Je vais pas soulever des charges lourdes. Donc, toute ma musculation, c'est ce que je fais avec les filles du club et c'est que du travail avec des petits accessoires et à la maison. Donc, déjà, au poids du corps, on peut faire énormément de choses pour lutter contre la sarcopénie et augmenter le métabolisme, entretenir le muscle. Emma, tu dis la fonte musculaire des fesses est-elle rattrapable? Jamais, j'aimais bien mes fesses bombées. Oui, par contre, si tu veux donc augmenter la musculature au niveau de tes fesses, il n'y a aucun problème, c'est faisable, mais il va falloir sûrement manger un petit peu plus de protéines, faire des exercices qui soient bien ciblés au niveau des fessiers, et puis faire attention à tout ce qui peut te faire perdre aussi au niveau des fesses. Donc, tu as certaines, le fait de par exemple, d'être très sédentaire, d'avoir des positions prolongées dans lesquelles les fessiers sont complètement relâchés, fait aussi que tu perds plus facilement du muscle. Donc c'est faisable. Voilà, là, c'est totalement faisable. Ça demande du travail spécifique, mais c'est vraiment quelque chose qui est possible, quoi. Et Isabelle, tu disais, j'ai bien que certains ménopause, je suis à mon troisième programme sur le sujet top. Et Valérie, donc pourquoi arrêter? Donc ça, je vous ai répondu. Quel renforcement musculaire faire quand prolapsus descend d'organes? Alors, il faut faire du renforcement musculaire global. Donc, tous les renforcements musculaires, j'ai envie de te dire, Mathilde, sont importants. La seule nuance que je rajoute à ça, c'est que c'est hyper important que tu maîtrises l'engagement du transverse et la gestion de tes pressions abdominales. Parce que c'est ça qui peut être gênant sur un prolapsus, c'est une mauvaise gestion de tes pressions abdominales qui peuvent générer du coup un inconfort et du coup une aggravation de ton prolapsus. Alors que là où une bonne gestion de tes pressions abdominales va permettre à l'inverse de pouvoir avoir un prolapsus qui soit asymptomatique. On ne peut pas revenir en arrière sur un prolapsus, hein. Une fois qu'il est là, on ne peut pas faire marche arrière, mais par contre, on peut le rendre asymptomatique et on peut le stabiliser. Donc, c'est tout l'enjeu de faire un programme un programme sportif qui va permettre justement de prendre soin de ça. Mais il faut absolument faire du renforcement musculaire hein, en cas de prolapsus, parce que le fait de se déconditionner et de perdre de la tonicité, surtout sur les muscles posturaux, va augmenter le risque de descente d'organes. Donc, il faut faire du renforcement musculaire, mais maîtriser la pression des gestions, enfin la gestion pardon, des pressions abdominales et l'engagement de ton transverse. Voilà, tout simplement. Annie, j'aime manger des soupes le soir à cette saison. Peut-on les intégrer chaque jour dans les menus? Oui, les soupes, alors ça dépend encore une fois qu'est-ce qu'il y a dedans. Si c'est des soupes où il n'y a que des légumes, bah, ça va correspondre à votre portion de légumes. Donc il falloir ajouter à côté des glucides, des protéines et des lipides. Si dans votre soupe, vous avez bah, par exemple de la patate douce, de la carotte, de la tomate, du butternut, bah, du coup vous avez aussi des glucides dans votre soupe. Donc ça veut dire qu'à côté, il va falloir apporter
les lipides et les protéines, ce qui manque. Donc voilà, tout simplement, et c'est une petite gymnastique à faire, mais quand on maîtrise en fait les macronutriments, on arrive tout à fait à s'organiser pour avoir des assiettes qui sont équilibrées, peu importe les aliments que vous avez. Moi, mon objectif, c'est surtout de vous amener de l'autonomie et de l'indépendance dans votre façon de gérer votre alimentation. C'est pas de vous dire faites ci ou faites ça, c'est plutôt de vous dire faut faire comme ça parce que ça, et après comme ça vous comprenez et vous êtes totalement autonome sur la gestion de votre nutrition. Et c'est plus comme ça que je le vois que comme quelque chose où bah tiens fais ça parce que c'est ça qu'il faut faire. Je suis absolument pas pour ce type d'approche. Je suis plutôt à vous dire bah je vous recommande ça parce que la science dit ça, mais j'ai aussi accompagné énormément de femmes et dans certains cas ça c'est pas valable, ça c'est pas valable, ça c'est pas valable. Et donc, du coup, on voit ensemble qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Donc, mon approche est plus comme ça, quoi. Que pensez-vous des pâtes du riz complet pour les glucides? Bah, c'est des apports en glucides qui sont en- avec un index glycémique relativement élevé. Donc, il faut combiner absolument avec des aliments à index glycémique plus bas et des fibres pour faire baisser le bol alimentaire. Mais ce pas des aliments à arrêter de consommer. Il faut juste les consommer intelligemment avec les bons nutriments qui vont permettre d'avoir un index glycémique qui soit modéré et de ne pas avoir du coup des pics d'hyperglycémie et des sécrétions d'insuline trop importantes. Donc voilà. Comment réduire, voire arrêter le café? Je suis accro. L'idée, c'est dans un premier temps d'essayer de voir par quoi on peut le remplacer avant de l'arrêter. Je trouve que c'est un peu dur pour n'importe quelle chose qu'on aimerait arrêter. Au début, avant d'arrêter, moi j'ai plutôt comment est-ce que vous pouvez une habitude que vous avez qui est pas très saine ou que vous aimeriez changer, par quoi vous pouvez la remplacer dans un premier temps? Par quelque chose qui est un peu plus sain et déjà de mettre ça en place et petit à petit ensuite aller sur des options de plus en plus saines et avant d'enlever, de se dire comment je peux modifier. Je trouve que c'est plus facile de le faire comme ça. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que, bah, comme dit Cécile, elle a eu un déclic aussi par rapport au fait qu'elle consommait avant 3 cafés par jour et elle est passée à 2, 3 cafés par semaine pendant le programme qu'elle a suivi avec nous. Donc, parfois aussi, c'est vraiment en discutant ensemble, en voyant est-ce qu'il y a des effets négatifs à cette consommation-là et comment ça joue dans votre quotidien. Je pense particulièrement sur certaines d'entre vous ont des urgenturies, des problèmes de vessie un peu capricieuses, etc. Bon, bah là, les excitants, on sait que c'est extrêmement négatif et que ça augmente à fond les risques d'urgenturie et d'inconfort. Donc c'est aussi de voir tous les bienfaits que vous avez à arrêter d'avoir une surconsommation d'excitants. Et comme je disais tout à l'heure, rien n'est interdit. Donc il n'y a absolument rien que je proscris complètement. Mais par contre, je vous invite vraiment sur certains aliments à faire attention parce que leur impact est pas très positif pour votre santé. Carole, tu demandais, que penses-tu du sirop d'érable moins bien que le miel? Alors, pour les sucrants, c'est c'est pareil. Là-dessus, ça dépend. C'est des choses en fonction de chacune d'entre vous. Je vais pas. Des fois, je suis un peu plus modérée dans mes propos, mais pour moi, tout ce qui est très sucré, faut trouver un moyen que ce soit de façon assez occasionnelle. Donc de pas le retirer parce que sinon ça génère de la frustration, mais que ce soit des choses que vous consommiez de façon plutôt ponctuelle. Et dans ce cas-là, entre du sirop d'érable et du miel, bah, si c'est ponctuel, au final, prenez celui que vous préférez. Versus quand c'est tous les jours, où là, bah, pour le coup, peu importe lequel vous prenez des deux, ça ira pas. Donc, on est plus sur une réorganisation de l'équilibre alimentaire global, tout en gardant le plaisir. Moi, j'ai tendance à faire en sorte que vous gardiez beaucoup de plaisir dans ce que vous mangiez, mais avec des aliments sains, plutôt que vous preniez l'aliment qui est le moins pire, entre guillemets, mais que ce soit pas forcément celui que vous auriez pris par envie. Voilà. Donc là-dessus, il y a un gros travail au niveau psychologique en général à faire par rapport à votre rapport à l'alimentation. Et c'est un truc que j'adore faire, mais c'est pas forcément les moments où vous passez les meilleurs moments. Enfin, moi j'adore, mais en général, c'est pas forcément le moment que vous adorez. Mais bon, voilà. Des fois, il faut quelques petites prises de conscience nécessaires pour avoir des déclics. Donc voilà. Mais c'est important aussi de revoir son alimentation en gardant énormément de plaisir, mais s'assurer que vous apportiez ce dont votre corps a besoin, quoi.
Céline, tu disais, je voulais savoir quel type de douleur musculaire on peut ressentir. Tu as parlé de tendinite, tu peux donner d'autres exemples. Tu parlais de douleurs au réveil, on peut être réveillé par des douleurs la nuit, exactement. Vous avez plusieurs types de douleurs. Vous pouvez donc effectivement avoir des douleurs qui vont vous réveiller la nuit, qui vont être vraiment des douleurs. Vous pouvez avoir par exemple, des jambes qui vont être très engourdies. Vous pouvez avoir les jambes qui s'arrêtent pas de bouger. Vous pouvez avoir des, euh, des douleurs donc articulaires. Articulaires, ça peut vraiment se présenter partout, au niveau des poignets, au niveau des coudes, au niveau des épaules, au niveau du dos, du bassin, des hanches, etc. Et ça peut être des douleurs qui sont plus latentes, entre guillemets, un peu de fond, comme ça peut être des douleurs qui peuvent être davantage vives. Ce qui est sûr, c'est que le mouvement adapté diminue énormément les douleurs, à la fois parce que ça permet une meilleure circulation sanguine et également parce que vous sécrétez des hormones qu'en fait du sport qui sont des antalgiques naturels, donc qui diminuent énormément la perception de la douleur. Et après, bah, ce qui est important, c'est d'identifier à quel moment vous avez douleur, quel type de douleur, pour pouvoir mettre en place un programme adapté au niveau du sport, de la mobilité, etc., pour les diminuer. Et parfois, comme je disais, bah, les douleurs vont se jouer dans l'assiette, parfois elles vont se jouer au niveau du sommeil, parfois elles vont se jouer sur votre gestion du stress, parfois elles vont se jouer sur votre activité sportive ou physique. Euh, dans tous les cas, souvent, c'est quand même un petit peu tout sur lesquels il faut travailler. Et après, bah, certaines d'entre vous, on met plus d'attention sur un pilier qu'un autre. Donc ça peut être, pour certaines, ce sera le sommeil, pour d'autres, ce sera le stress, pour d'autres, ce sera l'alimentation. Ça va vraiment dépendre de chacun des profils parce que vous êtes toutes différentes en fait. Donc on va aussi adapter pendant le programme en fonction de vos différents profils, ce sur quoi on part en priorité. Ensuite, j'avais une question. Doit-on contracter le périnée lorsqu'on zippe le ventre pour faire des abdominaux? Ça dépend de l'intensité des abdominaux. Donc, si c'est des abdominaux qui sont extrêmement intenses pour soutenir, on peut combiner le périnée au transverse. Mais voilà, après, si c'est des abdominaux qui génèrent pas trop de pression abdominale et que le transverse arrive bien à les gérer, on n'a pas besoin de contracter le périnée en plus. Que faire comme renforcement quand descendre comme ça que j'ai répondu tout à l'heure. Concernant le sommeil, je finis mon travail à 21 h, du coup la pression a du mal à retomber et j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Quelle solution aurais-tu? Je pense qu'il faut vraiment travailler sur une routine du soir qui va permettre de faire redescendre justement la pression avec des outils à la fois de respiration, des exercices d'étirement, du journaling qui va permettre justement de faire désamorcer en fait rapidement la pression pour aller plus vite ensuite sur l'endormissement. Que penses-tu des parcours sportifs dans les parcs que l'on peut utiliser seul? C'est bien. Quand on sait les faire, oui, sinon c'est très dangereux. Pour le coup, j'ai déjà vu des accidents. C'est pas ouf. Mais voilà, après, ça dépend du niveau sportif que vous avez et de comment est-ce qu'ils ont été mis en place. Est-ce que les instructions sont bonnes sur les panneaux? Est-ce qu'ils sont pas obsolètes? Enfin voilà, il y a plein de choses. Ce qui est bien, c'est que ça peut vous inviter à vous arrêter pour faire des petites stations d'exercice. Et ça, c'est très bien de faire du fractionné, donc d'alterner de la marche, par exemple, avec des exercices de renforcement musculaire. Donc ça, l'intention de fractionner l'exercice plus marche, c'est très très bien. Après, par contre, voilà, faites pas des acrobaties que vous vous sentez pas à l'aise de faire et ne vous faites pas mal, quoi. Que pensez-vous de la créatine? On entend que cela agit sur le brouillard cérébral. Il y a beaucoup d'études ouais, qui ont été faites sur la créatine. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment un des compléments alimentaires les plus étudiés aujourd'hui, sur lequel il y a le plus de papier. Euh, on, on a tendance à oublier qu'au final, quand on a une alimentation qui est très équilibrée, la créatine, en fait, on l'a en apport naturel. Donc, j'ai toujours beaucoup de mal avec le fait qu'on recommande de prendre des compléments alimentaires de quelque chose qui est présent dans une alimentation équilibrée, parce qu'on retourne un peu sur ce truc de pilule magique, etc. Donc, prendre de la créatine si on n'a pas une alimentation équilibrée en se disant que ça va être la pilule magique qui va permettre de compenser et diminuer le brouillard cérébral, alors qu'à côté on a des aliments transformés et du sucre rapide qui vient augmenter le brouillard cérébral, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, moi je suis pas forcément pour prendre des compléments alimentaires, sauf sur des objectifs très précis ou alors des maladies, quand voilà, on n'a pas le choix, qu'on doit se complémenter parce qu'on a des traitements médicamenteux qui sont très lourds et qui font que c'est indispensable. Évidemment, je suis pour.
Après, quand c'est pour de la prévention, je pense qu'on a tout intérêt à plutôt aller chercher les ressources dans l'alimentation naturellement, parce qu'elles sont présentes et qu'elles seront bien mieux assimilées. Le programme, il démarre la semaine prochaine. Donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'à lundi soir, dernier délai, parce qu'on démarre mardi. J'ai trop hâte. Ces conseils sont-ils également valables pour les hommes en andropause? C'est un peu différent, les hommes à l'andropause. Alors, les conseils au niveau du sommeil, de l'alimentation, du sport, oui. Après, les changements hormonaux sont différents pour les hommes. C'est quand même important pour les hommes de faire attention à leur périnée parce qu'ils ont aussi souvent des problèmes d'incontinence qui sont beaucoup plus tabous. On en parle très peu, mais ils sont aussi touchés. Moi, j'ai des hommes qui font mon programme abdos-périnée, justement. Donc voilà, après, les hommes ont contrairement à nous, où je vous disais tout à l'heure qu'on a très peu de diminution de notre testostérone, les hommes ont une énorme diminution de la testostérone. Donc eux, pour le coup, ça joue directement sur la libido et ça joue aussi sur la masse musculaire. Donc c'est beaucoup plus dur pour un homme à effort égal de maintenir sa masse musculaire une fois qu'il est à l'andropause. Donc voilà, du coup, il y a des petites différences comme ça, mais sur la partie hygiène de vie, ce que tu auras dans le programme, et ce qui s'appliquera sur toi sera très bien appliqué aussi pour un homme. Surtout à l'alimentation et tout. Moi, mon papa, ça y est, je l'ai mis à l'eau chaude, je l'ai mis aux œufs le matin et tout, et il est très content. Comme il faut associer les glucides avec les fibres, est-ce de manger un dessert et d'associer avec un fruit en fin de repas? Alors, un dessert, on est sur des glucides et les fruits, on est aussi sur des glucides. Donc, ça fait deux. Là, tu es en train de me parler de deux desserts, donc je comprends pas trop. Mais le fruit est déjà un dessert, pour le coup, Séverine. Donc, voilà. Et après, moi, je suis pas pour les desserts de façon systématique en fin de repas. J'estime que si votre assiette, elle est hyper équilibrée, qu'elle est gourmande, que vous êtes régalé, pour le coup, le dessert a peu d'intérêt nutritionnellement parlant. Donc, après, c'est pas de les retirer systématiquement, mais de les mettre que quand il y a un intérêt nutritionnel. Tuk tuk tuk. Elsa, tu disais capsulite, encore très limité dans les mouvements. Comment faire du sport? Il faut absolument faire du sport quand vous avez des inflammations comme ça. C'est juste qu'il faut adapter. Mais par contre, c'est indispensable que tu fasses du sport parce que moins tu fais de sport, plus tu te déconditionnes. Plus tu te déconditionnes, plus l'inflammation est importante. Donc il faut faire marche arrière et retrouver un moyen d'aller sur des mouvements qui sont adaptés, que tu peux faire, qui ne génèrent pas plus de douleur. Et en fait, le fait de faire des mouvements qui ne génèrent pas plus de douleur va te permettre de sécréter des hormones qui sont des antalgiques naturels, qui vont te permettre de diminuer les douleurs et qui petit à petit vont te permettre de retrouver davantage de capacité pour faire les mouvements de plus en plus importants, etc. Donc, il faut s'y remettre, mais de façon adaptée. Donc, il faut être accompagné pour le faire, pour le coup, pour pas faire de bêtises. Avons-nous besoin de féculents pour le repas du soir? Vous avez besoin de glucides dans chacun des repas. Donc, les glucides, ça peut être effectivement des féculents, mais ça peut aussi être des légumineuses, ça peut être des fruits, etc. Vous avez besoin d'une portion de glucides à chaque repas, puisque les glucides sont le carburant et qui nourrissent le cerveau et les muscles, et que si vous en prenez pas, vous allez avoir des fringales, vous allez avoir des coups de pompe, vous allez avoir des sauts d'humeur, vous n'allez pas être bien. Donc, les glucides, c'est non négociable. Maintenant, sous quelle forme en fonction des repas, sous quelle quantité en fonction de votre activité physique, évidemment, c'est des choses dont on tient compte. Mais par contre, les supprimer de l'alimentation, c'est une erreur. Inscription au club, suivi des webinaires, petit suffire pour gérer la périménopause. Sur le club, vous avez déjà énormément de... Pour le coup, quand vous êtes sur le club, vous avez déjà énormément, Anne, de contenu. Sur la partie renforcement musculaire, etc. Après, ça dépend si tu as des besoins spécifiques qui sont liés à la périménopause qu'on n'adresse pas sur le club. Mais voilà. Après, sur le club, tu peux m'envoyer un message, tu m'envoies un email en direct pour me dire un petit peu quels sont tes besoins pour que je puisse voir justement si les ressources du club sont suffisantes pour toi. Mais plus du coup en fonction de réellement tes besoins à toi, comme ça j'adapte. La créatine est substitut de protéines et leur place à la donc la créatine, c'est différent que la protéine, d'accord? On n'est pas sur la même, on n'est pas du tout on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Maintenant, la créatine, comme je vous l'ai dit, est disponible dans une alimentation naturelle avec des protéines et
vous n'avez pas les acides aminés des protéines, vous les avez pas tous dans la créatine. Donc pour moi, on ne substitue pas la créatine à des protéines. Pour certaines personnes qui ont des traitements lourds, ça peut venir en complément pour soutenir justement le traitement. Mais après, avec une alimentation naturelle, vous pouvez vraiment avoir de super résultats sans avoir besoin de vous complémenter. Félicitations à la maman pour... Ah oui, ma maman pour le documentaire. Merci. Depuis la ménopause, j'ai tendinite, capsule épaule droite, maintenant c'est à gauche, compliqué pour le renforcement musculaire car douleur, comment muscler le haut du corps avec des mouvements qui vont pas générer de douleur au niveau de la capsulite. Donc il y en a moins, c'est beaucoup plus limité, mais par contre c'est quand même possible et donc faut arriver à travailler sur des amplitudes justement où tu peux. Pour garder du muscle, c'est indispensable. Euh, Combien de produits laitiers par semaine, maximum lait de coco? Alors, lait de coco, d'avoine, lait d'amande, etc., c'est pas du lait. Tout ce qu'on appelle lait végétal, on devrait les appeler des jus végétales parce qu'il n'y a absolument pas de produits laitiers dedans. Et pour les vrais produits laitiers, moi, je recommande 7 portions par semaine, ce qui fait en moyenne une par jour. Sachant que produits laitiers, j'inclus beurre, fromage, yaourt, glace, crème, enfin voilà, tout. Le lait, évidemment, tout ce qui est à base de lait, quoi. Depuis l'âge de 49 ans, j'ai plus mes règles. J'ai commencé un traitement hormonal avec un anti-cancéreux qui me donne des douleurs aux articulations muscles. Oui, ça, c'est souvent le cas de ces traitements-là. Je marche minimum une demi-heure par jour et quand je suis pas trop fatiguée, gym, aquagym, conseillez-vous pour soulager les douleurs? Muscu, hein? Pour moi, il n'y a pas photo. Sabine, faut que tu fasses de la muscu. Adaptée, évidemment, douce, mais il faut absolument que tu fasses de la muscu pour tes douleurs. Un médecin a dit que le lait végétal n'était que du sucre et de l'eau et qu'il vaut mieux lait animal. J'utilise lait végétal, du coup, j'ai peur que ce soit trop sucré. Du coup, tu en penses quoi? Alors, Séverine, il suffit de prendre la bouteille de ton lait végétal et de lire l'étiquette sur la liste des ingrédients. Si tu es sur, par exemple, un lait végétal qui est fait à base de noix de cajou ou qui est fait à base d'amandes, tu vas avoir dans la liste des ingrédients, normalement, eau filtrée, amandes. Les amandes ne contiennent pas de glucides. Donc, s'il n'y a pas de sucre ajouté, tu n'auras aucun sucre dans ton lait végétal. Maintenant, si dans la liste des ingrédients, tu as tu as eau filtrée, amandes et corn syrup, sirop de maïs ou sucre ou machin, bah là, dans ce cas-là, oui, il contient du sucre. Donc, déjà, le médecin, il est gentil, mais avant de te dire qu'un lait végétal, c'était que du sucre, faut déjà savoir est-ce que c'est un lait végétal à base d'avoine. Dans ce cas-là, c'est à base de glucides. Donc oui, ça contient du sucre, mais c'est normal parce que l'avoine contient des glucides. Et après, il y a sucre et sucre, c'est-à-dire qu'il y a le sucre, par exemple, d'un avoine, de l'avoine, parce que c'est naturellement des glucides, donc c'est du sucre, versus du sucre qui a été rajouté pour sucrer la boisson. Ça n'a rien à voir nutritionnellement parlant. Donc voilà, du coup, il faut lire l'étiquette, savoir exactement quelle est la composition de l'ingrédient pour savoir ce qu'il y a en dessous, quoi. Donc voilà. Puis-je faire easy ménopause si je suis pas encore ménopausée? Oui, bah, c'est mieux de le faire en préventif pour être honnête. Parce que tout ce que vous allez pouvoir apprendre et mettre en place avant d'avoir les premiers symptômes va vous permettre déjà de comprendre ce qui vous arrive quand vous commencez à avoir des symptômes, parce que vous allez être beaucoup plus dans la compréhension et la perception de votre corps, et aussi d'avoir déjà toutes les solutions à mettre en place, quoi. Donc c'est intéressant de le faire aussi en préventif. Malheureusement, on est dans un pays où on n'accorde pas assez d'importance à la prévention. Or, je pense qu'on aurait tout intérêt à prendre soin de nous avant d'avoir des problèmes, quoi. Donc, moi, je peux que le recommander en préventif, ce programme. Est-ce que l'aquabike, c'est bon? C'est une activité qui est dans l'eau, donc c'est intéressant pour le cardio, c'est intéressant pour le système cardiovasculaire, quoi, l'endurance, le souffle, mais par contre, pour la muscu, c'est clairement pas suffisant. Est-ce que le pilates est suffisant pour renforcement musculaire? Ça dépend comment il est enseigné, s'il y a beaucoup de travail de résistance ou pas. Il y a certains pilates qui sont top et il y en a d'autres qui sont pas suffisants. Ça dépend de la coach. Programme est-il adapté à une personne sous hormonothérapie? Oui, bien sûr, on adapte quand vous avez des traitements, hormonothérapie, traitement au niveau de la thyroïde. Il y a pas de problème, ça, on adapte. On a aussi eu des femmes qui avaient des douleurs importantes, type fibromyalgie, des choses comme ça. Donc tout ça, on adapte évidemment et c'est pas un souci.
Mathilde, à cause du stérilet hormonal, j'ai jamais su quand j'étais exactement ménopausée. Je trouve anormal de ne pas prévenir les femmes que le stérilet hormonal supprime les règles. Si j'avais su, j'aurais refusé car je déteste qu'on me prive de mes sensations corporelles. Je suis d'accord, Mathilde, et ce qu'on ne sait souvent pas non plus, c'est que la pilule te coupe aussi complètement de tes hormones. Faut pas croire parce que quand on est sous pilule, on a des saignements, qu'on a nos règles. On n'a absolument pas nos règles. À partir du moment où on est sous une contraception hormonale, type pilule, les saignements qu'on a, c'est des saignements de privation, comme disait tout à l'heure Patricia. Donc, c'est pas des vraies règles. On n'est plus du tout connecté à nos ovaires. Donc, on ne peut pas faire de l'observation de cycle, on ne peut pas du tout être connecté à ce que notre corps vit, puisque hormonalement, les médicaments ont coupé ce lien. Donc, euh, donc voilà. Et ça, malheureusement, on nous le dit pas quand on nous prescrit. Je suis d'accord avec toi, c'est très désagréable. Quand on a du cholestérol, les œufs sont bons, oui, dans une alimentation globale équilibrée. Les œufs et le cholestérol, faut arrêter de les diaboliser. Ça n'est plus du tout un problème, mais c'est plutôt l'alimentation globale autour qui va être problématique. Beaucoup plus problématique de consommer des aliments transformés que de consommer des œufs, même 2 œufs par jour. Quand on a du cholestérol, si on a une alimentation équilibrée, ça posera pas de problème. Donc, c'est vraiment l'alimentation globale qui est à revoir. Et puis, bah, je vous remercie pour votre bienveillance, vos mots d'amour sur le chat. Franchement, vous êtes trop gentils. Ça fait trop chaud au cœur. J'espère que bah, cette conférence vous aura apporté pas mal d'éclaircissements sur certains points, que ça vous donne aussi beaucoup d'idées sur comment prendre soin de vous pour pouvoir traverser cette période plus sereinement, avoir moins de douleurs aussi. Et puis, bah, je reste à votre dispo par email pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si jamais vous n'avez pas eu de réponse à votre question. Ça marche? Ouais? Trop bien. Merci infiniment Patricia. Merci infiniment Chantal de m'avoir aidé aussi sur le live de ce soir. Vous avez été super. Et puis, bah, bonne soirée, bonne nuit à toutes et très hâte de vous retrouver pour une prochaine conférence ou sur le programme pour celles qui décident de rejoindre le programme. Prenez soin de vous les filles. Ciao!